bien de suivre les programmes de Midi 1. Bienvenue dans Talk Africa. Vous avez certainement remarqué une transformation dans certains lieux publics qui respirent désormais l'air frais. Les espaces verts deviennent de plus en plus visibles dans certaines villes africaines telles que Dakar au Sénégal, Kigali au Rwanda ou encore Rabat au Maroc. Ces lieux incluent souvent des espaces de jeux, de loisirs. En effet, l'aménagement de parcs et jardins publics joue un rôle crucial dans le développement des zones vertes en milieu urbain. Ces espaces offrent un lieu de détente et de loisirs pour les populations. Cependant, l'urbanisation galopante en Afrique a des conséquences significatives sur l'environnement. Quelle stratégie faut-il mettre en place pour plus d'espaces verts dans nos villes? Quels sont leurs avantages et comment les rendre plus attractifs? Deux invités sur ce plateau. Nous recevons Dr Binette Ndiaye, enseignante-chercheure à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle est également spécialiste en aménagement du territoire, urbanisme et décentralisation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. En face de vous, nous avons M. Ali Badarassi, expert urbaniste, expert en développement des villes vertes et président du club de réflexion sur l'urbain. Merci à vous également. Merci de l'invitation. Les espaces verts, on en parle. Les espaces verts deviennent une nouvelle attraction dans nos villes. Je voudrais vous poser la question, Madame Ndiaye, quelle activité faut-il privilégier dans ces endroits-là? En fait, il faut comprendre que les espaces verts font partie de la fonctionnalité de nos villes. Quand on regarde les 4 fonctions essentielles de la ville, il y a la fonction de travailler, la fonction d'habiter, la fonction de se récréer et la fonction de mobilité, le transport. Donc du coup, quand on parle d'espace vert, on est dans la fonction de se récréer. Donc la récréation fait partie de la ville. Où est-ce qu'il faudra les mettre? Quand on parle d'espace vert, il y a plusieurs catégories d'espaces verts. Les jardins d'enfants font partie des espaces verts. Donc les jardins d'enfants doivent normalement être inclus dans l'habitat à proximité des maisons pour permettre aux enfants de pouvoir se récréer dans ces espaces. Les alignements aussi d'arbres font partie des espaces verts. Donc quand on parle d'alignement vert, c'est tout au long des routes où on doit les mettre pour protéger un peu, parce que ça a un effet sur même la protection de nos routes. Quand on parle d'espaces verts aussi, les parcs urbains en font partie. Les parcs, c'est des espaces où les gens peuvent aller faire du sport et tout cet ensemble-là doit être intégrés à la ville. Ces espaces verts aussi, non seulement ils peuvent contribuer à l'embellissement de nos villes, mais aussi dans un contexte de changement climatique, ces espaces peuvent être considérés comme étant des puits carbone. D'accord. Et l'objectif, justement, c'est de préserver l'environnement. Préserver l'environnement et aussi un autre objectif crucial, c'est des espaces qui permettent les ruptures d'urbanisation. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des villes bétonnées, des villes constituées que du bâti. Ces espaces verts sont des espaces naturels pour couper l'urbanisation et permettre à la ville de respirer par certains endroits. Vous avez parlé des activités, je poserai peut-être la question autrement. Quel type d'installations et d'équipements peuvent être ajoutés aux espaces verts pour en améliorer l'accessibilité? Non seulement l'accessibilité, mais également l'attractivité pour toutes les tranches d'âge. Monsieur Si. Oui, tout à fait. En réalité, quand on fait des aménagements verts, des espaces verts de ce type, on devrait normalement tenir compte des solutions de l'humain en réalité. Parce que souvent, on aménage, on fait des villes, on fait de l'urbanisation sans tenir compte des besoins des populations. Donc il nous faut de plus en plus nous orienter vers des solutions centrées sur l'humain. Et dans ce cadre-là, on aura des espaces verts qui seront discutés. Leurs localisations seront discutées. Leur localisation tiendra compte également des difficultés de mobilité des populations. Et également, il y a un fort besoin de tenir compte aussi des aspects liés à la bétonisation. Il faut lutter contre la bétonisation et aller vers des solutions basées sur la nature, parce que les espaces verts, ils servent à plusieurs choses. Ils ne servent pas seulement à embellir la ville. Il n'y a pas seulement l'aspect esthétique, mais il y a l'aspect sanitaire, la santé urbaine, la santé environnementale et même la santé des populations. Les villes sont des zones où les gens sont anxieux, les gens sont stressés. Donc les espaces verts doivent servir à offrir des espaces de récréation, comme l'a dit Mme Ndiaye, des espaces de loisirs, mais également à lutter contre la pollution de l'air, parce que les villes sont fortement polluées et les espaces verts pourraient permettre à absorber cette pollution, ce carbone,
Voilà. Donc, en parlant d'espace vert, il ne faut pas seulement considérer l'espace vert comme une zone aménagée ou un jardin public ou des parcs, mais même tout au long des voies de communication, les aménagements qui y sont faits également contribuent font partie des aménagements paysagers. Les forêts, comme la forêt classée, font partie des aménagements paysagers. Les périmètres boisés, comme ce qui existait à Guédiawaye et qui n'existe plus aussi, on les considère également comme les espaces verts. Ça veut dire que ces espaces verts contribuent au développement urbain, mais également, Madame Ndiaye, en quoi est-il nécessaire de multiplier ces espaces verts? On va parler peut-être du bien-être des populations. Oui, au-delà de l'aspect bien-être qui est fondamental, parce que comme je l'ai dit, la ville ça fait partie de la fonction de la ville, la fonction de se récréer. On ne peut pas habiter en ville et ne pas penser à des espaces de loisirs, à des espaces de récréation. Donc, mais quand on regarde maintenant la conception des espaces verts, il faut voir qu'au-delà même de cet aspect vert lié à l'arbre, mais aussi c'est des espaces naturels où on peut laisser certains cours d'eau. C'est des espaces, c'est des parcs d'attractions. Quand on regarde par exemple les modèles d'espaces verts comme la ville de Paris qui a été construite par Haussmann, on regarde que nous avons de grands parcs où les gens quittent d'un pays à un autre pour aller visiter Dislep, pour aller faire là-bas des activités de loisirs. Donc nous avons là-bas, au-delà de cet aspect vert, nous avons une activité touristique qui s'y ajoute. C'est-à-dire les gens viennent visiter des parcs verts. Quand on va dans d'autres villes, par exemple comme Londres, eux, leur conception de leur espace vert, ce n'est pas des espaces artificiels, mais c'est des espaces naturels intégrés à la ville. Donc c'est-à-dire, mieux d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire là-bas, quand on arrive à un espace vert, ou bien quand on arrive à une zone verte, on la considère comme les campagnes, et les campagnes sont intégrées à la ville. Donc naturellement, c'est d'autres activités, par exemple l'agriculture s'y développe. Donc nous avons une agriculture très proche de la ville et ça peut réduire même les coûts des produits parce que plus le produit vient de loin, plus l'achat, le prix de revient devient beaucoup plus, le prix d'achat autant pour moi devient beaucoup plus cher. C'est des espaces aussi où on peut pratiquer l'agriculture. Donc vous regardez, c'est des activités agricoles qu'on intègre à l'intérieur de la ville. Donc on n'a pas là-bas dans ces espaces verts une dichotomie entre la campagne et la ville, mais nous avons des espaces verts qui s'intègrent à la ville et nous avons des campagnes qui s'intègrent à la ville parce que c'est tout ça, c'est tout cet espace-là qui va rendre la ville harmonieuse. Parce que effectivement, si on n'a pas cette conception holistique de la ville, c'est-à-dire la ruralité parfois à l'intérieur de la campagne, mais quand on parle de ruralité, c'est pas la forme de ruralité qu'on a dans nos villes, les villes africaines, je ne parle pas de ça, mais quand on regarde des campagnes à l'intérieur des villes, les campagnes qui sont intégrées à la ville, naturellement, ça permet de la ville, comme je l'ai dit tantôt, de respirer, d'aérer et de développer des activités qui sont essentielles aussi à l'économie urbaine. De respirer, vous avez parlé même de l'activité touristique, ce qui est fondamental. Je reste avec vous, Dr Ndiaye. Vous êtes spécialiste en aménagement du territoire, urbanisme et décentralisation. Pour ces espaces verts, il faudrait également des techniques. Peut-être qu'il y a certaines villes qui ne le savent pas. Vous êtes mieux placé pour en parler. Quelles techniques recommanderiez-vous pour créer des espaces verts efficaces qui améliorent la qualité de vie urbaine, et encouragent la durabilité environnementale en Afrique? Bon, la première technique, c'est d'abord la planification. Parce qu'il faut réfléchir les villes, il faut penser les villes. On ne peut pas continuer à avoir des villes qui se développent d'une manière spontanée. Ou bien des villes qui ne reposent que sur un programme de logement, sur l'habitat. Donc, le premier outil, effectivement, de création de ces espaces, c'est de planifier, de libérer des espaces qui pourront accueillir. Parce que des forêts peuvent être créées, mais des forêts aussi peuvent être naturelles. Maintenant, l'autre outil, au-delà de la planification qu'il faudra intégrer maintenant dans le processus de développement des villes, on a des spécialistes, c'est-à-dire des aménagistes maintenant, des gens qui sont spécialisés en aménagement paysager, qu'on doit intégrer dans les profils aujourd'hui urbains. Au-delà des aménagistes urbains aussi, nous avons l'activité horticole, c'est-à-dire des gens qui font de l'arboriculture ou bien de la culture maraîchère autour des villes. Et mieux encore, parce que nous avons des pays dont leur économie repose sur les fleurs, l'économie florale. Parce que en Afrique, le Kenya par exemple, nous, tout ce matin, tout le monde, quand on s'est levé, on a utilisé des savons qui ont des parfums, nous avons utilisé des parfums et tout ça, c'est à partir des fleurs. Et donc ces fleurs-là, soit c'est des activités, par exemple, et qui peuvent être intégrées à la ville, toute une économie autour
autour des espaces verts qui peuvent aujourd'hui permettre de soutenir la croissance des pays africains, mais aussi qui peuvent durablement soutenir le développement des villes africaines qui, malheureusement, avec le changement climatique, sont de plus en plus menacées. Alors justement, de plus en plus menacé, je suis avec vous, Monsieur Si, vous êtes expert en développement des villes vertes. L'urbanisation galopante en Afrique a des conséquences significatives sur l'environnement. Aujourd'hui, quelles sont ces conséquences et que préconisez-vous pour y faire face? Exactement. Aujourd'hui, les conséquences, c'est les maladies, surtout. C'est la forte chaleur qui cause beaucoup de maladies. Donc la question du rafraîchissement des villes doit être prise en compte dans l'aménagement de nos villes. On ne peut plus continuer à aménager des villes qui ressemblent souvent à une succession de logements, comme l'a dit Madame, mais il faudrait de la même manière, comme on construit des écoles, des marchés, des logements, il faut construire également, aménager des espaces verts. Il faut les intégrer dans l'aménagement des villes. Aujourd'hui, on dira qu'il n'y a pas d'espace, mais je vous dis que durant la colonisation, les Blancs ont créé des forêts. La forêt classe de Bao n'est pas née, ce n'est pas une forêt naturelle. Elle a été créée. Les périmètres boisés dont je parlais tout à l'heure à Guédio est la même chose. Donc je pense qu'il nous faut créer des zones de réfléchissement, il nous faut créer des forêts urbaines, comme on en voit un peu partout en Europe, mais aussi il faut innover, il faut imaginer la ville du futur, tenir compte des contraintes d'espace, des contraintes de foncier pour aménager des espaces verts. Et à Dakar, il y en a. Hein. Est-ce que vous direz qu'il faudrait encore plus d'espaces verts? Il faudrait beaucoup plus d'espaces verts. Aujourd'hui, l'espace vert, c'est le foncier qu'on considère, c'est le sol. On fait de l'aménagement paysager. Mais on peut faire de l'aménagement paysager sur les toits, les toitures végétales. Ça existe un peu partout en Europe. Si vous allez à Tokyo, il y a un grand parc, un grand espace vert qui la ville en profite, fait des économies de 10 milliards pour la ville, et les espaces verts, les aménagements paysagers, les arbres, on les trouve au 5e étage. Donc il nous faut être assez imaginatif pour développer des solutions qui pourront nous permettre d'avoir beaucoup plus d'espaces verts. Également, Madame Ndiaye a parlé tout à l'heure des aménagements qu'on peut faire en face de chez nous pour servir de zone de culture maraîchère. On en voit un peu au rond-point de Liberté 6. Je pense qu'il permet de développer le micro-jardinage. On devrait en avoir un peu partout dans nos foyers, à Liberté 6 à Dakar, oui, et dans nos quartiers. Donc maintenant, la solution, l'idéal, c'est d'aller vers le développement des villes vertes. Et quand on parle de villes vertes, ce n'est pas seulement des villes qui ont des aménagements paysagers, qui ont des espaces verts. C'est un tout, c'est un ensemble. Un ensemble, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voilà, les villes vertes, c'est des villes qui intègrent les questions d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, qui intègrent des questions d'économie circulaire, des questions de végétalisation de l'espace, des questions de logement social, de transport. Parce que dans nos villes aujourd'hui, on ne peut pas faire que du logement, que du transport, que des infrastructures, sans tenir compte des enjeux liés au changement climatique qui sont liés soit aux bâtiments, soit au transport et soit aux industries. Aujourd'hui, les industries, les villes génèrent 70% des gaz à effet de serre qui proviennent soit du transport, soit des bâtiments, du logement, ou bien soit des industries. On consomme beaucoup d'énergie pour se réfléchir, on consomme beaucoup d'énergie pour développer nos activités économiques. Certainement, vous allez parler de vos activités, hein, puisque vous êtes président du club. Votre club, c'est justement le club de réflexion sur l'urbain. Je vais y revenir. Permettez-moi de poser la question à Madame, au docteur Ndiaye. Dans la capitale sénégalaise, les nouvelles autorités ont fait arrêter les différents travaux en cours, hein, sur les corniches ouest et est de Dakar, une façon de procéder à certaines vérifications. Vous êtes spécialiste de l'aménagement du territoire. Les constructions sur le littoral sont-elles conformes aux normes en matière d'urbanisme? En fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans notre littoral, effectivement, il y a lieu de s'inquiéter parce qu'on ne respecte pas, dans beaucoup de cas, sur ce principe d'aménagement des villes côtières. Il y a beaucoup de principes, mais il y a un principe fondamental qui est la non-urbanisation de la bande des 100 mètres du littoral. Et ça s'applique dans beaucoup de pays. C'est-à-dire, quand on prend le trait de côte, 100 mètres après le trait de côte, systématiquement, il est interdit d'y faire des installations durables. Les installations qu'on y voit, c'est des installations, c'est des activités
activités économiques directement liées à la mer, c'est-à-dire les ports. Là, on ne peut pas faire des ports à l'intérieur du continent, ce serait beaucoup plus coûteux. Donc, ce sont ces genres d'installations qu'on y voit. Et maintenant, et dans une moindre mesure, des activités de secours, parce que bon, il y a la baignade, donc ils mettent des campements de secours. Mais tous les autres infrastructures qu'on voit sur le littoral, c'est des infrastructures précaires. Et c'est valable dans beaucoup de pays qui respectent les normes d'aménagement des villes côtières. Parce que le fait d'installer des immeubles, par exemple, le long de la mer, effectivement, même la pénétrée d'air à l'intérieur du continent, ça peut être un facteur de blocage. Ça bloque carrément la pénétration d'air à l'intérieur des quartiers qui sont après la bande du littoral. Et au-delà maintenant de ce problème qui va... La conséquence, c'est le réchauffement des quartiers qui se trouvent à l'intérieur du continent. Mais comme je dis, au-delà de ce problème de réchauffement de ces différents quartiers, nous avons un droit fondamental qui n'est plus respecté, c'est-à-dire le droit d'accès à la mer. Sur beaucoup de parties de Dakar, surtout sur la corniche ouest, les Sénégalais pratiquement n'ont plus droit à accéder à la mer. Mais pourtant, il y a des études qui ont été faites et ces chefs d'entreprise ne se sont pas installés d'eux-mêmes. Bon, c'est toute une procédure et parfois même c'est des procédures je peux dire légales. Parce que bon, c'est sûrement des gens qui ont des titres, parce qu'on ne peut pas faire un investissement de plus de milliards sans pourtant avoir des papiers. Donc c'est des gens qui ont fait des titres. C'est la loi sénégalaise sur le foncier. Nous avons le domaine de l'État, le domaine maritime aussi. Et le domaine maritime, il y a une manière de le gérer. Quand on est dans le domaine public, normalement, l'État même ne peut pas aliéner le domaine public. Mais pour pouvoir faire l'aliénation, il le ramène dans son domaine privé et après le domaine privé pour pouvoir le vendre. La côte fait partie dans notre arsenal juridique, toute la façade maritime fait partie du domaine public. Donc comment l'État a pu faire la procédure pour déclasser tout ce domaine, l'amener dans son domaine privé et en vendre maintenant à des particuliers qui disposent des titres et des titres fonciers parfois. Donc c'est très difficile. Donc vous avez dit que l'État parfois lui-même empêche un droit. C'est lui-même qui est le facteur bloquant de ce droit à l'environnement, de ce droit d'accès à la mer à ses propres concitoyens. Maintenant, nous avons des nouvelles autorités qui sont venues pour faire l'état des lieux. C'est tout à fait normal parce que ce qu'on a vu au niveau de la corniche de Dakar, tout au long après la corniche aussi au niveau de Guédiawaye, où nous avions une bande verte qui nous permettait un peu de nous protéger contre l'avancée de la mer, mais aussi contre l'ensablement même de cette partie. Donc, peut-être qu'avec la nouvelle mesure prise par nos autorités, va peut-être régler le problème. Quel sera l'effet? C'est ça la grande question. Parce que si c'est des gens qui disposent des titres, effectivement, ça risque d'être très coûteux. Et l'État risque aussi de faire face à des contentieux, j'avoue, judiciaires demain. D'accord. On reste avec le cas du Sénégal. Monsieur Sy, au Sénégal, en 2020, un décret a été émis pour que les autorisations de construction soient assorties de l'obligation de planter des arbres devant les maisons et d'en assurer l'entretien. Dites-nous, est-ce que cette consigne est respectée? Oui, cela a toujours existé dans les différents codes de l'urbanisme qui ont existé au Sénégal, mais également c'est dans le développement des quartiers, des villes. Ça doit être naturel. Là où on vit, on doit vivre avec des arbres, on doit vivre avec des espaces de loisirs et de récréation. Mais ce qui se pose aujourd'hui, c'est que nos lotissements sont mal faits. Parce que les lotissements, ils ne sont pas faits par des urbanistes qui intègrent cette dimension d'aménagement paysager, mais également, même si c'est prévu dans nos lotissements, le changement de vocation de ces espaces, c'est également un aspect sur lequel on doit pointer du doigt l'autorité même de l'État, qui est la première personne, la première entité à violer ces lois. Parce que personne ne peut aménager une infrastructure, un hôtel ou bien des logements, des immeubles en face de la mer sans avoir l'autorisation de l'État. Donc il nous faut revenir à une orthodoxie, il nous faut faire un aménagement qui tienne compte des besoins. Mais vous aussi, les urbanistes, vous avez une part de responsabilité. Comment vous arrivez justement à laisser cette situation telle qu'elle? Je pense que vous avez un mot à dire. Exactement. L'urbaniste au Sénégal ne fait pas la ville. Je suis désolé de le dire parce que les aménagements, quand vous les voyez, ce ne sont pas des aménagements qui sont
de l'œuvre d'urbanisme. Déjà, dans nos villes, nous n'avons pas de plan d'urbanisme, et s'il y a un plan d'urbanisme, il n'est pas respecté. Les lotissements, ce ne sont pas les urbanistes qui le font, les infrastructures, ce ne sont pas les urbanistes qui les réalisent. L'urbaniste, il essaie de donner des orientations stratégiques à l'autorité qui doit pouvoir les respecter, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que si c'était le cas, aujourd'hui, au niveau de Guédiawaye, on n'allait pas... J'aime souvent parler de Guédiawaye parce que la bande de Filao qui a été déclassée pour en faire une zone d'habitation, ça va entraîner la paupérisation de plusieurs ménages à Guédiawaye parce que les embruns marins qui étaient bloqués par les Filao vont affecter les maisons, vont affecter les équipements, les mobiliers dans les maisons, et donc on aura beaucoup à investir pour essayer d'aménager ou de réhabiliter nos écoles, nos infrastructures, nos maisons, etc. Donc je pense qu'il y a un besoin d'impliquer l'urbaniste dans les efforts d'aménagement qu'on est en train de faire et surtout de respecter la vocation des espaces. Et ce qui fait défaut dans la plupart de nos villes en Afrique. Oui, alors, il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'implication des communautés dans ce qui concerne ces patrimoines. Tout à l'heure, j'ai cité quelques villes, Dakar, Kigali et Rabat. Pour le cas de Rabat, Rabat a opté pour des projets d'urbanisme qui incluent le développement et l'entretien même de ces espaces verts. Aujourd'hui, Madame Dr Ndiaye, comment amener les communautés à s'approprier de ces patrimoines qui sont notamment des parcs urbains, des jardins communautaires? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, nous, on a un réel problème parce que pour impliquer les communautés, ça voudra dire que les communautés font partie même du processus de création des villes. Alors que malheureusement, bon, peut-être il y a une exception dans les villes du Nord, les villes du Maghreb, mais quand on prend les villes sahariennes qui se trouvent au niveau vraiment dans cette partie, nous, notre processus, nous avons un urbanisme qui résulte d'une contrainte. C'est un choc qui a créé les villes chez nous. Donc avec la sécheresse des années 1970, ensuite maintenant le choc pétrolier qui a amené une véritable crise du monde rural parce qu'après nous, notre économie reposait principalement sur l'arachide. Donc nous avons vu un vaste mouvement d'exode rural, c'est-à-dire on a vu les villes être envahies et les villes être ruralisées. Donc dans ce déplacement massif des ruraux vers les villes, la ville n'a pas eu le temps de s'organiser. Même les autorités n'ont pas eu le temps d'organiser nos villes. Les communautés aussi n'ont pas même eu le temps de pouvoir accueillir tout ce monde-là qui vient. Donc ces gens-là sont venus par contrainte et donc ces derniers aussi n'ont pas pu intégrer la ville. Ils sont considérés d'ailleurs comme étant les oubliés de l'urbanisation. Parce que quand ils arrivent n'ayant pas de travail, ne pouvant pas être en ville, ils sont obligés de squatter des espaces qu'on appelle les bidonvilles et parfois même de squatter les espaces qui sont aménagés pour les espaces verts. Quand on regarde notre VDR, nous avons un espace aménagé avec, très beau, hein, très malheureusement, qui est occupé la nuit par des gens qui n'arrivent pas à pouvoir s'intégrer à la ville. Donc intégrer les communautés à la ville, c'est très difficile parce que les communautés sont d'ailleurs les oubliés de l'urbanisation. Mais ce n'est pas impossible, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas impossible. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'aimerais bien que vous puissiez intervenir sur vos activités. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je disais que vous êtes président du club de réflexion sur l'urbain. À quoi consiste votre club et quelle action y menez-vous pour la promotion justement des villes vertes? Exactement. Le club de réflexion sur l'urbain, c'est un think tank qui regroupe des professionnels de l'urbanisme. Pas seulement des urbanistes, mais des ingénieurs, des sociologues, des économistes, des financiers et des aménagistes et d'autres professions. Voilà. Parce que la ville, en fait, c'est une œuvre commune. La ville, ce n'est pas seulement l'affaire de l'urbanisme, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que quand on construit une ville, c'est l'architecte qui réfléchit comment on construit les bâtiments, c'est l'ingénieur qui gère les questions d'assainissement, c'est les financiers qui essaient de réfléchir sur les modèles financiers pour inviter les secteurs privés à investir. Donc,
c'est un club de réflexion qui propose des solutions, qui veut influencer les politiques urbaines pour qu'on essaie d'avoir des politiques urbaines durables, des politiques urbaines qui vont essayer d'intégrer tout ce qui est question de changement climatique, qui vont essayer de voir comment on peut associer les populations, mais qui impulse également une nouvelle réflexion sur le devenir des villes et sur l'orientation qu'il faut donner à notre urbanisation. D'accord. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire, Dr Ndiaye, pour nos espaces verts? On garde quand même l'espoir? Oui, on peut garder l'espoir. Effectivement, nous sommes aujourd'hui dans la contrainte même d'intégrer le vert dans le processus de création de nos villes, parce que sinon, effectivement, avec le processus de changement climatique, nous aurons des villes beaucoup plus chaudes, nous aurons des villes aujourd'hui, même au point de vue mobilité, on aura des problèmes. Il faut laisser la ville respirer et j'ai bon espoir. Nous avons des politiques urbaines aujourd'hui, même au Sénégal, qui vont dans ce sens, avec la création de nouvelles villes et qui essaie un peu de mixer l'ensemble de ces différentes activités à l'intérieur d'un même espace. Merci beaucoup pour ces éclairages. À l'instant, Dr Binette Ndiaye, enseignante-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également spécialiste en aménagement du territoire, urbanisme et décentralisation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Merci également à M. Alé Badarassi, expert urbaniste, expert en développement des villes vertes et président du club de réflexion sur l'urbain. C'était un réel plaisir. Merci beaucoup. Partagez, merci de l'invitation. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres.